à ton avis, Axel, comment se comportent les particules de sable sous l'effet du vent? On va voir ça tout de suite. Jingle. Été rejoint par Christelle Bouet, qui est physico-chimiste de l'atmosphère à l'IRD. On est d'accord? C'est tout à fait tout va ça. bien et on va faire une petite expérience. Physico-chimiste de l'atmosphère en 2 mots, si c'est possible. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Ça consiste à étudier les phénomènes physiques et la chimie qui peut se produire dans notre atmosphère, D'accord, donc terrestre. dans notre air. dans notre air, voilà, tout ce qui Ok. se passe dans notre air. Et donc, air, c'est ce qu'on va faire là. On va souffler de l'air. On va souffler de l'air. Expliquez-moi, tout à fait. qu'est-ce qu'on a devant nous? Alors devant nous, on a une maquette de soufflerie. Donc D'accord. une soufflerie, c'est un dispositif expérimental qu'on peut utiliser aussi bien en labo que sur le terrain pour simuler le phénomène de l'érosion éolienne, donc c'est-à-dire L'érosion éolienne. Voilà, Définissons ça pour nous simples cerveaux. c'est l'érosion de la surface du sol par le vent. D'accord, ok. Et donc, grâce à cette soufflerie, on va pouvoir avoir des conditions contrôlées. Donc, c'est-à-dire que ça va être nous, les chercheurs, qui allons définir en fait, les paramètres et les faire varier pour voir comment, quand je fais varier un paramètre, quel impact ça a sur l'érosion éolienne. C'est-à-dire qu'on a reproduit dans cette petite grosse boîte ce qu'on pourrait avoir sur la dune du Pilat, par exemple. Par exemple, Parce que là, on a du sable. là, on a du sable. Donc, vous pouvez voir que ce sable, il y a 2 couleurs. Donc, Oui, deux alors couleurs je ne sais pas parce si vous qu'en voyez fait, bien, on a du sable. Là, on sait ça, hein, voilà, c'est ce qu'on a à ces deux l'intérieur. lages On a qui sont un dans les petites sable boîtes de pétri clair, clair. voilà, qui lui a un De diamètre Hawaï de Hawaï. Ah ouais, Alors, c'est pas moi qui suis allée mal. le chercher, Mais c'est sympa. mais c'est sympa quand même. Ça va être cool d'aller faire des prélèvements, non? Et un Et autre là, sable, un donc, sable grossier quartz. qui est en quartz, voilà. Et donc, qui est un quartz coloré pour l'expérience, pour montrer On veut bien visuellement ce voir. qui va se passer. Donc on l'enlève comme ça, hop. Moi je vois bien ce qui se passe. Et alors on lance la machine? Alors, ensuite, on peut lancer la machine. Il faut juste que j'allume donc l'anémomètre ici pour mesurer en fait, quelle vitesse de vent on va avoir dans la soufflerie. anémomètre, d'accord. Anémomètre qui mesure Donc, la vitesse du vent. La vitesse du vent, ok. Donc Ici. là ça marche. Là, je l'ai allumé, Ok, il est c'est allumé. fonctionnel. Ok. Et juste avant d'allumer, donc quand même, donc normalement, aussi bien dans le labo que sur le terrain, on peut avoir on a plus d'instruments que ça, évidemment, pour étudier le phénomène. Et on ne se contente pas d'un anémomètre, on a normalement plusieurs anémomètres pour avoir un profil de vent. D'accord. Et on a aussi des instruments pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment dedans, donc soit des caméras pour voir le mouvement des particules, et aussi on a des petits instruments comme celui-ci qu'on va mettre à la sortie de la soufflerie pour pouvoir quantifier combien est parti de particules. C'est-à-dire que là, les particules Donc, on vont met rentrer comme d'un ça. côté, c'est ça? Voilà, les particules rentrent Elles d'un restent côté, piégées à l'intérieur, elles restent l'air piégées, ressort et de l'air l'autre ressort côté. sont les particules de Je sais l'autre pas si côté. vous voyez bien, et du coup vous calculez, On va vous pesez peser après ce qu'il y a là-dedans. Exactement, pour voir D'accord. combien est parti et quelle Ok. quantité on a soulevé avec le D'accord. vent. Bon, on y va? C'est On parti. souffle? Allez. Donc on allume le ventilateur. On allume le On ventilateur. commence doucement, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On va pas tout commencer balancer doucement. tout de suite. Où ça vibre? Mais il se passe rien du tout là. Il faut que ça souffle un petit peu plus fort. Ah, ça commence à bouger. Alors, c'est que j'ai fait un tout petit peu trop fort. Un tout petit peu trop fort. Parce que donc, voilà, là, le vent avait commencé effectivement à souffler et rien ne se passait, puisqu'en fait, l'érosion éolienne, c'est sa caractéristique fondamentale. C'est un phénomène à seuil. Ça veut dire à seuil, ça veut dire que ça commence qu'à partir d'un certain niveau de vent. À un certain niveau de vent, Ok. voilà, il faut que le vent apporte l'énergie suffisante pour permettre pour vaincre en fait les forces qui maintiennent les particules au sol, donc leur poids, et les forces de cohésion entre particules. D'accord. Et une fois qu'on a passé ce seuil, eh ben, les particules elles vont pouvoir se déplacer. Allez, on passe le seuil. Donc on va passer le seuil. Donc là, c'est Voilà. les rouges qui bougent. Et donc Je sais là- pas si vous le voyez bien. Ici, on voit que les rouges bougent. Et Ça donc rime, en oui. Les rouges, en fait, elles se déplacent. Donc je ne sais pas si on le voit bien, mais elles sont en train de rouler sur le sol. Et donc si je mets un tout petit peu plus fort, Ouais. ce qu'on voit, c'est qu'on a par ailleurs un voile de particules plus claires Oui, ça fait un petit peu comme qui sortent un une petit peu brume. là-bas. Ah oui, Voilà, une effectivement. petite brume. D'accord. Et donc en fait, c'est simplement parce que suivant leur taille, Vous êtes en train de me pourrir la moquette là. Hein.
Je vais éteindre. Non, je plaisante. Voilà. C'est une blague. Et pourtant, on a mis des filtres, mais bon. Donc, suivant la taille des particules, elles vont se déplacer de façon différente. Donc, les plus grossières, donc les rouges, elles vont plutôt rouler. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de reptation. Reptation, elle roule. Ok. Elles roulent. Et les fines, elles Et volent. les fines, alors, elles volent pas vraiment. Elles vont se déplacer par bonds successifs. D'accord, comme des puces. Non, c'est plutôt des trajectoires balistiques. D'accord. Et donc, elles vont créer ce voile que l'on a vu au niveau du... Et donc, de la c'est comme ça soufflerie. que se forment les dunes. Et c'est le phénomène qui a l'origine de la formation des dunes, tout à fait. Ah ben, et donc, super. si on regarde ici, on voit toutes les traces caractéristiques qu'on peut avoir de l'érosion éolienne avec ces petites Traces vaguelettes caractéristiques qu'on peut voir dans un désert ou, dans un désert, ou sur sur une la plage. Tout à fait. Tout simplement, à plus Tout petite simplement, échelle. à plus petite échelle. Et alors, tout ça, ça vous permet d'étudier l'érosion Oui, l'érosion du des sol. sols. Mais ça, c'est un sujet que vous allez aborder avec Axel au bar de la science, parce qu'il est en train de vous attendre. On Très bien. éteint le ventilo. On éteint pour pas... pour Merci la pour moquette. cette super expérience. Merci à Et je vous. vous invite à faire le tour juste là et à rejoindre Axel. Oui, Christelle Bouet, on vous attend ici avec Pierre Ottino, archéologue, et Christian Clot, explorateur scientifique, et notre parrain pour cette fête de la science. Vous restez avec nous pendant 2 heures. On est très content que vous soyez là. Alors, vous êtes vous-même, Christelle Bouet, physico-chimiste de l'atmosphère à l'IRD, à l'Institut d'écologie et des sciences d'environnement à Paris. Oui. Alors, comme ça, vous comptez les grains de sable qui s'envolent quand le vent souffle, plus ou moins fort. Pourquoi est-ce que l'IRD s'intéresse à ce phénomène qu'on appelle du coup l'érosion éolien? Quels sont les enjeux derrière? Alors les enjeux derrière, c'est en fait c'est un phénomène quand le vent souffle, on a vu les particules se déplacent. Ouais. Et donc il y a un troisième phénomène que je ne peux pas illustrer avec la soufflerie, qui est le phénomène des particules qui vont partir, elles, vraiment dans l'atmosphère. Ouais. Et donc si on perd des particules, on perd du sol. Et si on perd du sol, on perd de la fertilité. Donc il y a les enjeux sont au niveau de l'IRD, surtout pour maintenir les propriétés des sols agricoles Est-ce qu'il et ne pas perdre de fertilité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un volet climatique, puisque Christian Clot, c'est un peu son travail? Est-ce que le réchauffement ne va pas entraîner, je ne sais pas, l'érosion des déserts ou alors leur extension? Est-ce que ça ne fait pas partie des choses que vous regardez? Alors le climat va effectivement avoir un rôle sur l'érosion éolienne par le fait, si on a moins de pluie par exemple, Ouais. eh bien donc déjà moins d'humidité dans les sols, donc l'humidité du sol va amener une cohésion supplémentaire entre les particules, donc va augmenter le seuil d'érosion. Donc moins de pluie, ça fait des sols plus secs, donc plus sensibles à l'érosion éolienne. Mais moins de pluie, c'est aussi moins de végétaux. Et les végétaux, ils vont recouvrir la surface du sol et les protéger de l'action du vent. Donc en fait, il y a le vent, la végétation, la pluie, et beaucoup de facteurs sur ce que devient un sol soumis à différentes conditions. Oui, tout à fait. Et sans oublier l'action de l'homme, Oui, qui bien sûr. peut rajouter une couche par-dessus. Est-ce qu'on sait à quoi s'attendre par rapport au désert avec le réchauffement climatique? Est-ce que leur nombre, les déserts arides, vont augmenter? Est-ce qu'ils vont grandir? Est-ce qu'ils vont être plus chauds? Est-ce qu'on sait quelque chose à ce Alors, sujet-là? on sait qu'au niveau de l'Afrique, sur le continent sur lequel je travaille principalement, Ouais. on va avoir des réchauffements et des sécheresses plus nombreuses. Donc potentiellement, on va avoir plus de zones qui vont être soumises à l'érosion éolienne. Ça veut dire que Christian Clot, que les zones dans lesquelles vous travaillez vont changer? Et vous n'allez pas pouvoir faire une reproductibilité de vos résultats sur une dizaine d'années? Oui, alors, les choses vont changer, mais cela dit, on va quand même pas doubler tout d'un coup les déserts partout. On va avoir effectivement, on sait que les déserts ont tendance à avancer dans certains territoires. C'est terrifiant pour les populations locales, c'est terrifiant pour l'agriculture à un certain nombre d'échelles, mais par contre, pour nous qui travaillons sur l'impact du climat sur l'humain, ça va pas changer totalement les choses. Par contre, ça questionne, effectivement, et j'imagine que ça fait partie de vos travaux, c'est OK, il y a ce phénomène qui se passe, comment est-ce qu'on va pouvoir au-delà de lutter contre le réchauffement climatique, enrayer peut-être un peu, protéger les zones agricoles actuelles, quoi. C'est la question que j'allais vous poser, Christelle Bouet. Christian Clot l'a posée. Est-ce que vous cherchez des moyens du coup de ralentir ce phénomène? Tout à fait. Donc les moyens sont simples. Donc c'est un phénomène à seuil. Donc l'idée c'est de pouvoir augmenter ce seuil. Et il y a des études qui ont montré, par exemple au Sahel, donc il suffit de très très peu de couverture végétale pour annuler l'effet de l'érosion éolienne. Donc il suffit par exemple d'adapter les pratiques agricoles pour limiter le phénomène. Quelles sont les plantes qu'on peut mettre et qui poussent facilement dans un sol comme ça? Alors par exemple au Sahel, c'est simplement si vous cultivez du mil, à la fin de la récolte, essayez de laisser du mil D'accord. sur place, donc les fans de mil, ces choses-là,
pour les laisser en place, ça va couvrir le sol et ça va protéger le sol, plutôt que de les ramasser pour faire du fourrage, par exemple. Christian Clot. Alors, j'imagine que ce n'est pas votre métier parce que vous étudiez le phénomène, mais comment est-ce qu'on peut aider les populations, comment est-ce qu'on peut former les populations à mieux comprendre ce type de phénomène et justement à agir différemment? Alors souvent, les populations, il y a des études qui ont été menées qui montrent qu'elles ont conscience qu'il y a de l'érosion éolienne. Après, pour eux, tout l'enjeu, c'est comment survivre. Et donc, leur dire de, par exemple, pas ramasser les résidus de culture alors que leur bétail est en train de mourir, ça ne marche pas. Donc, c'est très compliqué dans ces régions-là de mettre en place des techniques pour limiter le phénomène. Après, dans des régions qui sont peut-être un peu plus mécanisées, on peut agir plus facilement en expliquant qu'il faut, par exemple, ne pas utiliser tel type d'outil, mais plutôt tel autre, notamment sur les déchaumeuses, plutôt une déchaumeuse à soc plutôt qu'une déchaumeuse à liche, des choses comme ça. Pardon, qu'est-ce que c'est une déchaumeuse? Une déchaumeuse, c'est un appareil agricole qui permet de labourer le sol. D'accord. Et vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des mesures surtout ou vous mettez en place des actions pour déjà endiguer certaines érosions importantes à des endroits? Alors moi, je fais de la recherche fondamentale, Ouais, donc je fais donc plutôt la partie mesure de et la mesure l'analyse. pour analyser et voir après, sur le plus long terme, quelles mesures on pourrait proposer pour remédier au phénomène, sachant que ça reste un phénomène à la base naturel. Donc c'est juste essayer de voir comment changer des pratiques agricoles, par exemple, mettre des brise-vents en place, des choses comme ça, qui permettraient de limiter le phénomène. Le brise-vent, c'est un simple panneau qui arrête le C'est un vent? simple panneau qui arrête le vent. Généralement, on utilise des feuilles de palme, donc Ouais. en plus, c'est facilement accessible.